On va accueillir d'autres invités, on va s'intéresser au périscolaire. Voyez le témoignage de ces mamans dont les enfants ont été victimes au sein du périscolaire. Tout le monde s'est renvoyé la balle, personne n'est responsable de rien. De toute la partie éducation nationale, ça s'est passé au périscolaire, donc c'est pas à moi de gérer. Donc bam, ils s'en occupent pas. Côté d'ASCO, périscolaire, pareil, absolument rien, pas un écrit, même pas une formation des animateurs. Ils se sont tous renvoyés la balle, c'était la responsabilité de personne, c'est la faute à pas de chance, voilà, c'est pas eux. Et ça, je trouve que c'était très très violent en fait à vivre. Que personne ne dise oui, alors là il y a eu un souci, voilà, peut-être on va essayer de trouver à quel endroit dans la chaîne de transmission ça a pas marché, mais c'est pas normal, on est désolé. Non, c'était vraiment en gros limite les parents qui étaient pas nets de s'énerver, parce qu'évidemment il y avait beaucoup de tensions. La manière dont sont organisées les choses, et ils ont peur de quoi en fait? Ils ont tous peur pour leur place, mais on comprend bien que pour être renvoyé et de l'éducation nationale et de la mairie de Paris, en fait, je sais pas ce qu'il faut faire. On se fait pas renvoyer. On passe juste d'une école à une autre. On passe d'une école à une autre. Notre cas n'est pas du tout un cas neuf. C'est la suite de cette soirée spéciale sur CNews, l'État incapable de protéger nos enfants. On va donc passer au périscolaire. J'accueille sur le plateau Jules Torres, journaliste au journal du dimanche. Violette Spielbout, madame la députée, bonsoir, députée Ensemble pour la République du Nord. Et vous êtes intervenue sur ces questions, notamment sur l'affaire Betaram. Elisabeth Gutmann, cofondatrice du collectif SOS Périscolaire. Bonsoir. Bonsoir à vous. Il va y en être question du périscolaire. On vient d'entendre le témoignage de ces mamans. Et c'est très rare d'avoir ces mamans qui prennent la parole, dont les enfants sont directement victimes, et vous avez vu, elles ont voulu le faire à visage dissimulé pour vous dire évidemment l'effroi dans lequel elles se trouvent. Et puis Maître Pardo, Olivier Pardo, merci d'être là. Maître, je vais commencer tout de suite avec vous. Elisabeth Gutmann, vous êtes évidemment aux côtés des familles, cofondatrice du collectif, je le disais, SOS Périscolaire. J'ai été très frappé la semaine dernière quand il y a eu cette manifestation devant l'école Saint-Dominique, parce qu'une nouvelle défaillance, ce mot à la mode que je ne supporte pas parce que c'est plus que des défaillances, où on a appris que parmi les bourreaux de l'école Saint-Dominique, qui a fait 9 petites victimes de 3 à 5 ans, eh bien parmi eux, il y en avait un qui était la cible d'une plainte pour inceste de la part de son fils. Donc on s'est retrouvé avec un homme visé par une plainte pour inceste, au contact quotidiennement d'enfants de 3 à 5 ans, et figurez-vous qu'il a fait 9 victimes. Bah oui, parce qu'il est pédocriminel. Et je voyais l'effroi de ces mamans, et j'entendais une maman chez nos confrères de France 5, pour ne pas les citer, qui disait antidépresseurs tous les jours, insomnie tous les jours, et mon fils, je pense qu'il a été victime, mais il ne parle pas. Et je me dis que ça doit être horrible au quotidien. Que vous disent toutes ces familles quand elles voient les dysfonctionnements? Je pense évidemment à cette plainte pour inceste, mais je pense à la relaxe, il y a quelques jours, du premier procès pour pédocriminalité dans le périscolaire, même si le parquet a fait appel depuis. Oui, déjà, vous le dites, il y a eu très peu de procès, puisqu'on était on est sur les 2 premiers procès parisiens, et il y a plus d'une centaine d'écoles qui sont concernées actuellement par des affaires de pédocriminalité au sein des périscolaires. Donc déjà, juste ça, le fait qu'il y ait seulement 2 écoles, 2 procès qui aient eu lieu, c'est quand même déjà un signe d'un énorme dysfonctionnement de cette chaîne et de justement l'écoute de la parole des enfants. C'est vrai que là, on découvre sur cet animateur-là, alors il n'est pas seul à avoir fait 9 victimes, puisque dans cette affaire de l'école Saint-Dominique, de l'école de la rue Saint-Dominique, on a plusieurs animateurs qui sont mis en cause. Bien sûr. Donc, il y a eu un vaste coup de filet. Il y a eu un vaste coup de filet. On ne sait pas ce qu'il en restera au final. Néanmoins, effectivement, cet animateur avait donc une plainte depuis 1 an, si je ne dis pas de bêtises, au moins 1 an qui avait été déposée par son fils. En fait, ce qui se passe, c'est comment ça peut se passer, ça, pour que tout le monde comprenne bien. C'est-à-dire que pour un animateur, ce qui est vérifié, c'est le volet B2 du casier judiciaire et le fichier des infractions sexuelles et violentes, ainsi qu'un fichier des cadres interdits à la ville. Enfin, un fichier d'état de cadres interdits. Et en fait, les plaintes qui ne sont pas instruites ne sont pas inscrites sur ces fichiers-là. Et ça fait partie notamment des choses, des demandes qu'on porte auprès du gouvernement, c'est justement qu'il puisse y avoir soit un fichier, soit un accès aux tâches, donc au traitement des antécédents judiciaires, dans lequel il y aurait des plaintes. Il y a les plaintes qui sont déposées, même si elles ne sont pas instruites, de manière à ce qu'on n'embauche pas quelqu'un qui a des plaintes, notamment pour des violences sexuelles ou des violences pour les enfants, sur les enfants. Mais ce qui est fou, pardon de vous couper, c'est qu'à aucun moment, parce que moi je fais un parallèle entre les dysfonctionnements de l'affaire Liana
et le périscolaire parisien. C'est-à-dire l'affaire Liana, on n'entend pas la petite Rosa qui a été violée 50 fois et Jérôme Barella croise la route de la petite Liana, la viole et la tue. Et là, on a un homme qui est visé par une plainte pour inceste et il est au contact quotidiennement d'enfants sans que personne, à un moment donné, lui dise plus de contact avec les mineurs. Et évidemment, encore plus, interdiction de travailler à leur contact. Et d'ailleurs, je fais encore un parallèle avec la relaxe de la semaine dernière, puisque la personne qui a été relaxée, même si le parquet a fait appel, pas d'interdiction de travailler avec les mineurs. Alors qu'on reconnaît qu'il y a comportement inapproprié. Oui, complètement, effectivement. Et c'est potentiellement pas les seuls animateurs mis en cause dans des affaires d'agression sexuelle qui ont peut-être même des plaintes non instruites dans leur casier. On ne le sait pas, en fait. On le saura quand il y aura des procès qui seront lancés, des procédures. Et donc, c'est là qu'on en revient au système, Maître Pardo. C'est-à-dire que s'il se passe la même chose dans l'affaire Liana et dans l'affaire du périscolaire, et on va parler à 22h30 de l'aide sociale à l'enfance, alors je vous préviens tout de suite, c'est le prochain scandale qui va éclater, parce que là on est sur du proxénétisme et des viols collectifs. Vous allez écouter les témoignages qu'on a déjà diffusés ce matin dans 100% Frontières. On est sur un problème systémique. Il y a des fautes individuelles et il y a un système qui déraille. Il y a plus que ça. D'abord parce que ce qu'il faut entendre, c'est que dans cette criminalité, c'est une criminalité par nature récidivante. C'est ça qu'il faut entendre. C'est-à-dire que quand vous êtes pédocriminel, vous restez pédocriminel. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Moi, j'ai vu des tas de gens qui essayaient de faire de la psychanalyse, de la psychologie sur les pédocriminels. Ça ne marche pas. Quand j'étais magistrat, je m'occupais de la prison de Château-Thierry. La prison de Château-Thierry, c'est la prison spécialisée pour les pédocriminels. C'est elle qui s'occupe d'eux. Bien, on sait très bien que quand ils sortent, ils sont récidivants. Et quel est le suivi derrière de ces personnes-là ? Quasiment aucun. Quel est le suivi en amont ? Parce qu'on peut les détecter. Pardonnez-moi, mais quand vous embauchez n'importe qui, quand vous embauchez un collaborateur, vous avez un chasseur de tête qui va regarder ses antécédents, vous allez regarder tout ce qui se passe sur Google, sur le net, etc. Qu'est-ce que vous faites quand vous occupez, par exemple, de l'ASE, quand vous avez des éducateurs de l'ASE? Qu'est-ce que vous faites? Et vous parlez d'Internet, je rappelle que Jérôme Barella a été signalé par les services américains parce qu'il consultait des sites pédopornographiques. Je vais vous dire quelque chose de pire encore, et peut-être je vais me faire attaquer pour cela. Mais des hommes qui s'occupent de l'enfance, de la petite enfance, qui consacrent leur vie à la petite enfance, doivent être regardés avec beaucoup d'attention. Bien sûr. Beaucoup d'attention. Et parmi ces cas-là, parce que je n'ai pas vu encore, mais peut-être mon expérience est limitée, je n'ai pas vu de femmes... Il y en a. Oui, peut-être. Il y en a dans le périscolaire. Il y en a moins. Il y en a dans le périscolaire. Dans Lola, c'était et Davia B, c'est une femme. Hein. Oui, mais je suis d'accord. Mais dans le nombre, si vous regardez le nombre, évidemment qu'il y a beaucoup plus d'hommes. On connaît le chiffre. Non, mais c'est très peu. C'est très peu. Mais je vais même vous dire quelque chose. Quand vous cherchez quelqu'un pour garder votre enfant, vous prenez pas un homme. Vous prenez pas un homme. Vous prenez une baby-sitteuse, vous prenez pas un homme. Et ça, c'est la vérité. Ça, ce sont des discours qu'il faut avoir le courage de dire, même s'ils ne sont pas du tout, mais pas du tout politiquement corrects. Jules, ce qu'on a vu ce soir, on a entendu Gérald Darmanin pointer des responsabilités individuelles et il a bien raison. Mais quand on se retrouve avec les mêmes défaillances dans l'affaire Liana, dans le périscolaire et dans l'aide sociale à l'enfance, on ne se dit pas que c'est en mutant deux gendarmes qu'on va régler la situation. Ah non, je pense que vous avez raison de dire que le mot défaillance, on en a un petit peu marre. Ce qu'on voit, c'est un système qui est complètement faillible, un système qui ne protège plus nos enfants. Vous parlez de justice laxiste, moi j'ai envie de reprendre la relaxe de la semaine dernière, qui est objectivement quelque chose de scandaleux, en tout cas moi qui m'apparaît comme quelque chose de profondément scandaleux. Vous avez plusieurs enfants, 3 jeunes filles notamment, donc vous avez 9 témoignages qui datent entre le mois d'avril et octobre 2024. Vous avez des juges qui reconnaissent qu'il y a eu des mouvements déplacés, des mouvements inappropriés, des paroles prononcées qui sont des paroles complètement indécentes. Qui racontaient des histoires de viol. Et qui racontaient des histoires de viol, du fait que voilà, ils touchaient la poitrine de petites filles, de gamines. Et puis vous avez une justice qui vous dit non, il y aurait dû avoir une formation avant, il y aurait dû avoir peut-être des signalements. Mais attention, le témoignage des enfants, je cite, peut résulter de la médiatisation de l'affaire. Alors, les faits datent de avril à octobre 2024. On n'en parlait pas. Les témoignages et la plainte a été déposée en octobre 2024. Donc bon courage pour avoir la médiatisation, sachant que la médiatisation, on ne l'a même pas eue pendant la campagne des élections municipales, parce qu'évidemment, il y a cette sacro-sainte défense et ce privilège rouge qui existe aujourd'hui et qui fait que quand vous avez une mairie de droite, un établissement catholique,
je parle du contrôle de Mme Spielbout, là, on peut s'en prendre pendant des semaines et des semaines. On peut faire des commissions d'enquête, c'est très bien, parce qu'il y a eu des scandales. En revanche, quand c'est une mairie de gauche qui est couverte par le scandale du périscolaire, là, il n'y a rien. Aucune médiatisation. Effectivement, Violette Spielbout, Madame la députée, vous faisiez partie de la commission d'enquête sur l'affaire Betaram. Je note que l'affaire Betaram a eu le droit à une commission d'enquête. On attend pour le périscolaire parisien. Je crois que ça vient d'être décidé au Sénat, avec Oui, Agnès Evren. au Sénat, absolument. Et donc, en fait, les commissions d'enquête du Sénat, elles sont aussi bien que celles de l'Assemblée nationale. C'est une commission d'enquête du Sénat sur le narcotrafic qui a donné lieu à la loi narcotrafic avec la création du parquet national de lutte contre le trafic de drogue. Donc, oui, mais c'est pas à l'Assemblée. Non, c'est intéressant. On verra si elle sera autant C'est pas à l'Assemblée. Mais en tout cas, le Sénat, qui est majoritairement à droite, a fait une commission d'enquête sur le périscolaire. Pas à l'Assemblée. Vous savez, moi, j'ai un mauvais défaut. Et je termine. Mais vous, je vous mets pas en cause. Je termine juste en disant François Bayrou, plus maire de Pau. N'échappez à personne. Emmanuel Grégoire, maire de Paris. Écoutez, sur la violence faite aux enfants, moi, j'ai fait voter une loi après 1 an de commission d'enquête qui a été votée à l'unanimité par toute la droite, toute la gauche, de LFI jusqu'au Rassemblement national. Donc, s'il y a bien un sujet où on peut se dire que tout n'est pas à politiser, c'est celui de la violence faite aux enfants. Par contre, c'est ce sujet sur lequel l'Assemblée nationale et le Sénat doivent secouer vraiment les choses avec les associations, parce qu'en fait, c'est en étant à l'écoute en permanence des associations de victimes, de parents, en les rencontrant sur le terrain, qu'on arrive à ne jamais laisser passer une semaine sans rien faire. Moi, vous voyez, la loi, elle a été votée à l'unanimité pour le contrôle d'honorabilité dans le scolaire et le périscolaire systématique. Il faut qu'elle passe au Sénat, et pour moi, avant la fin de la session parlementaire de l'été, parce qu'il faut qu'à la rentrée scolaire, tous les secteurs périscolaires, scolaires, publics et privés, catholiques ou pas catholiques, c'est pas le sujet, puissent avoir en ligne l'accès à l'attestation d'honorabilité et vérifier quand ils le souhaitent. Tous les 3 ans au minimum. On fera peut-être au mois d'octobre. Quand on fait des nouveaux recrutements, hop, immédiatement. On le fera peut-être au mois d'octobre. Il faut que ce soit avant. Il faut que ce soit avant. Nous, on a déjà des sénateurs qui veulent bien porter les choses. Et pourquoi le Premier ministre veut que sa loi sur les violences sexuelles passe au mois d'octobre? Alors ça, c'est la loi intégrale. Oui. C'est autre chose. Moi, je l'ai co-signé aussi. Si tout ça est urgent, il faut faire tout ça là avant l'été. Le vrai urgent, c'est que quand vous avez par exemple 89 articles comme dans cette loi intégrale, il faut plusieurs jours et semaines pour examiner les articles. Le droit, c'est extrêmement complexe. Cher maître, moi je ne suis pas juriste, mais on a mis déjà longtemps, nous, sur le sujet du scolaire et du périscolaire, mais on y est arrivé. Il y a les sénatoriales, surtout. Il y a bien sûr plein d'autres choses, mais vous avez raison sur une chose, monsieur le prêtre, c'est que on peut accélérer le calendrier. Voilà. Sébastien Lecornu là vient de dégager un moment. On peut le faire pour la partie périscolaire, parce que ce qui inquiète les parents, on va les écouter, pas parler en votre nom, c'est que maintenant qu'on sait tout ça, tout ce qui est possible, ces recrutements de dernière minute, notamment dans le périscolaire, il faut qu'on puisse vérifier le FIJAS et le B2 en 48 heures. Et ça, c'est possible techniquement. Écoutez les parents. Écoutez les parents. Il n'y a pas un parent qui dépose son enfant aujourd'hui sans avoir une peur dans un coin de sa tête, en se disant, et s'il y avait des pédocriminels, maternelle, crèche même, école primaire, etc. Donc écoutez les parents qui ont fait juste la trouille, la peur au ventre. Nous, on subit tous les jours les conséquences de ces décisions pas prises. On vit avec une peur permanente. On est très très vigilant sur absolument tout ce que nos enfants font. Dès qu'il y a un contact d'adulte, malheureusement d'adultes masculins surtout, et on est très tendu. Ma filleule, elle a 12 ans et quand elle était en maternelle dans le 3e arrondissement, il y a eu déjà 25 plaintes pour un cas d'abus. Ça fait, même avant, mon fils il a 9 ans, même avant la naissance de mon fils, il y avait des problèmes déjà. On le savait. C'était là tout le temps, mais ça c'est partout depuis très longtemps. C'est juste qu'on a normalisé en fait des défaillances du système. Je pense qu'il faut expliquer à ses enfants et à ses petits-enfants, petites filles ou petits garçons, peu importe, ce qu'il faut faire et pas faire. Est-ce que vous, en tant que grand-père, cette situation vous inquiète ? Bien sûr qu'elle m'inquiète. C'est le quotidien. On aura un discours pendant 1 an. Là, c'est les élections qui arrivent. Ça va être du blabla. Puis concrètement, derrière... Des paroles mais pas d'actes ? Complètement. Elisabeth Gutmann, ça va être très compliqué de retisser le lien de confiance. Oui, ça va être très compliqué. On a les familles parisiennes, mais aussi sur le territoire national, puisqu'on en a vraiment de partout. Des cas, nous, on a fait une carte où on a géolocalisé justement les signalements qu'on recevait. Là, ce matin, je regardais, on était à 513 signalements depuis 2021 sur l'ensemble du territoire. C'est pas uniquement pour des violences sexuelles, c'est des violences physiques, psychologiques et sexuelles qui couvrent l'ensemble du territoire. Donc oui, les familles, elles sont inquiètes. Oui, il faut des preuves de la part des mairies, des municipalités.
chaque municipalité déjà peut apporter la preuve qu'elle s'engage pour la protection des enfants dont elle a la responsabilité, mais aussi de l'État. Et là, il faut effectivement des signaux forts, des lois. Et là, il y a aussi aujourd'hui le périscolaire, malheureusement, on s'inscrit un peu dans des trous de gruyère de loi, puisqu'on est dans le projet de loi de la ministre Rist, de la Santé, on est dans le projet de loi de l'entrisme, on est dans la proposition de loi de Violette Philbout, on s'est aussi joint donc, au mouvement sur la loi intégrale. Mais voilà, on essaye de placer nos petits articles par-ci par-là, et c'est quand même problématique parce qu'il risque d'y avoir des trous dans la chaîne. Est-ce que vous avez une idée, une estimation du nombre de victimes au sein du périscolaire parisien? De combien de victimes on parle? C'est énorme, en fait. Là, vraiment, on est sur l'arbre qui cache la forêt parce qu'en fait, à chaque nouveau... On en a presque tous les jours, tous les 2 jours, on va dire, des nouveaux cas qui émergent. Vous en êtes à combien, vous, par exemple? C'est énorme. Honnêtement, c'est énorme. Je n'ai pas compté avant de venir, mais on a vraiment beaucoup. Et c'est plusieurs dizaines, plusieurs centaines? Oui, pas plusieurs centaines, mais oui, on en est à au moins une centaine, ça c'est sûr. Déjà, il y a 70. Et finalement, chaque plainte, c'est potentiellement des dizaines de victimes qu'il y a derrière. Et je vous prendrai l'exemple peut-être de l'école Emerio, dans le 15e, où on a sur la dernière année, pour un animateur qui était là depuis plus de 10 ans, on a uniquement des plaintes sur la dernière année. Il y a une 20 ou 25 plaintes. L'animateur était là pendant plus de 10 ans. Je vous laisse faire le calcul. Et en plus, c'est des animateurs qui vont dans des remplacements, qui font parfois 10, 15, 20, 30 écoles dans leur carrière. Donc ça peut faire un nombre considérable de victimes. Et Johan, c'est la double peine parce que vous n'êtes pas protégé, en fait. Donc vous pouvez rencontrer un pédocriminel, votre enfant peut être abusé et ensuite il aura une relaxe. Donc vous vous êtes dit, en fait, j'ai un risque de me faire agresser, ou que mon enfant se fasse agresser, se fasse violer, subisse une agression sexuelle. Et ensuite, si ça se passe, la justice ne dira peut-être même pas stop. C'est-à-dire que vous avez raison de dire qu'on ne fait rien pour minimiser les risques, puisque je constate que dans le périscolaire, en l'occurrence, la justice qui a déjà eu à juger au moins un cas n'a pas appliqué le principe de précaution. Donc on ne fait rien au moment où on se parle. En tout cas, la justice, pour l'instant, n'a rien fait pour minimiser les risques dans le périscolaire. Mais vous parliez des parents. C'est vrai qu'être parent aujourd'hui, c'est compliqué. Parce que vous dites, on a la peur au ventre quand on dépose son enfant à la crèche. Ensuite, on se dit, quand il est un peu plus grand, le périscolaire, oh là là, mon Dieu, comment ça va se passer? Quand il devient ado, vous dites, oh mon Dieu, il commence à sortir le soir, est-ce qu'il ne va pas se faire agresser? Si vous avez une fille qui prend les transports en commun, là encore, vous pensez, agression sexuelle, elles sont quand même nombreuses dans les transports en commun. Donc en fait, quand vous êtes parent, vous n'êtes jamais tranquille. Vous n'êtes jamais tranquille parce que l'État, aujourd'hui, n'arrive plus à protéger nos enfants et de manière générale, ne protège pas très bien les Français non plus. Mais ça aussi, pardon de le dire, ça fait partie du bilan du président de la République. On va se retrouver dans un instant et on va parler de l'aide sociale à l'enfance, du scandale de l'aide sociale à l'enfance, parce que là aussi, vous allez halluciner de ce que vous allez entendre. Nous avons le témoignage d'une maman qui explique que son enfant, placé à l'aide sociale à l'enfance, parce qu'on disait qu'elle était débordée et qu'elle n'arrivait pas à s'occuper de son enfant, placé à l'âge de 12 ans, a été victime, écoutez-moi bien, de plusieurs viols collectifs. De plusieurs viols collectifs à l'âge de 12 ans. Son enfant, il est totalement détruit. On a pris à cette mère son fils parce qu'on disait cette maman, elle n'est pas capable de s'occuper de son enfant. On lui a rendu, il avait été victime de plusieurs viols collectifs. On va en parler dans une seconde, à tout de suite. La dernière partie de notre soirée spéciale, l'État peut-il encore protéger nos enfants? Et on va en venir à l'aide sociale à l'enfance. Et j'accueille Jules Laurent de la rédaction de Frontières. Et vous signez, bonsoir à vous, un long papier dans les colonnes de Frontières sur l'aide sociale à l'enfance. Ça sera à découvrir dans votre numéro du mois de juillet. Ces pédocriminels parmi nous. Alors la une est extrêmement trash, extrêmement choquante, mais elle se veut trash et choquante parce que ce qui s'y passe est trash et choquant. Et on va entendre justement l'aide sociale à l'enfance, le témoignage d'une maman. On lui a retiré son fils quand il avait 12 ans, parce qu'on jugeait qu'elle était débordée. Et son fils a été victime de viols collectifs au sein de l'aide sociale à l'enfance. Donc vous allez nous dire tout ce que vous pouvez nous donner comme information sur l'aide sociale à l'enfance, parce que même chose, c'est un système. Et nous sommes d'ailleurs en liaison avec Maître Pichon, que je salue, Frédéric Pichon, avocat au barreau de Paris, puisque vous-même, vous portez, Maître, des dossiers sur l'aide sociale à l'enfance. Donc on va vous entendre aussi dans un instant. Bonsoir à vous. On va commencer donc avec le témoignage que vous avez recueilli, Jules.
2024, j'essaye de joindre mon fils, je n'arrive pas à l'avoir au téléphone. Chose qui n'est pas commune puisque mon fils est toujours greffé à son téléphone et prend toujours son chargeur avec lui. Donc je n'arrive pas à le joindre, de là je commence à m'inquiéter. Je n'arrive pas à joindre le foyer. Apparemment, ils l'ont changé de foyer sans m'en avertir. Au bout d'une semaine, j'arrive enfin à l'avoir au téléphone parce que j'arrive finalement à avoir le numéro du foyer dans lequel il est. Et il me le passe au téléphone. Et là, mon fils me dit « Maman, écoute, c'est la police qui a mon téléphone. » Donc je lui dis « Mais comment ça, la police a ton téléphone? Qu'est-ce que tu as fait comme bêtise ?» Il me dit « Non, c'est pas moi qui ai fait des bêtises, maman, je suis victime. » Je dis « Ok. » Et de là, je lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Il ne peut pas parler parce qu'il y a les éducateurs qui sont là. Et je lui demande « Ok, est-ce que tu as été violée ?» Il me dit « Oui. » C'était un rabatteur, ce monsieur. Ce monsieur se faisait payer par d'autres hommes pour pouvoir attirer des petits garçons dans son appartement. Et mon fils était loin d'être le premier puisqu'il a montré à mon fils sur son téléphone d'autres vidéos avec des mineurs beaucoup plus jeunes que mon fils. Il séquestre mon fils, ils sont 5 hommes qui lui passent dessus toute la journée. Après, le lendemain, ils le mettent dans un fourgon pour le déplacer dans un autre appartement, là où il y a encore 4 autres hommes, et rebelote. Ça a duré le week-end. Voilà, donc ce qu'on entend est juste à vomir. C'est-à-dire que c'est une forme de proxénétisme, hein. C'est ça l'histoire, Jules Laurent. C'est ça l'histoire. Elle dit 5 hommes lui passent dessus. C'est ça les propos de la maman. Il a 12 ans au moment des faits. Il a 12 ans au moment des faits et c'est une histoire qui est récente. C'est-à-dire que ça date, les premiers faits, de 2023. Cette dame a perdu, c'est vrai, son enfant, c'est-à-dire qu'il a été placé dans un foyer au niveau de l'ASE. Et après 2023, elle va finalement avoir des premiers signaux que son fils va lui dire « j'ai été recruté ». Donc elle commence à expliquer qu'est-ce qui se passe et autres. Et finalement, elle va comprendre que son fils, dès 2023, ne sera ni encadré par l'aide sociale à l'enfance, mais en plus de ça, l'aide sociale à l'enfance ne va pas justement faire force d'opposition, ne va pas signaler que son fils est rentré dans un réseau de proxénétisme. Une année plus tard, elle va apprendre, une semaine après, par l'aide sociale à l'enfance, que son fils a été violé par 5 hommes. Et ça, ce qu'elle m'explique, c'est un témoignage qu'on a eu après par dizaines lorsque nous, on a enquêté sur cette question de l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire une réalité où en France, nous avons des enfants qui sont actuellement, aujourd'hui, à l'aide sociale à l'enfance et qui sont victimes de viols et de réseaux de proxénétisme qui finalement ont décidé aujourd'hui de s'installer au cœur de l'aide sociale à l'enfance parce qu'ils savent qu'il y a une certaine cécité de l'État qui ne veut pas regarder, malgré des rapports qui sont déjà documentés, sortis de cette réalité de l'aide sociale à l'enfance. Et c'est ce qu'on appelle la double peine, c'est-à-dire des parents qui parfois perdent la garde de leurs enfants au profit d'un autre conjoint ou alors placés au sein d'une autre famille à travers l'aide sociale à l'enfance et qui vont en plus de ça avoir leur enfant violé. Et ça, c'est un vrai problème, un vrai scandale qui est en train de remonter avec des témoignages de familles qu'on a eu par dizaines et qui souhaitent aujourd'hui que cette affaire soit médiatisée à l'aune des scandales qu'on a eu autour du périscolaire et de l'affaire Liana. C'est le prochain scandale, Madame la députée. Vous vous rendez compte de ce qu'on vient d'entendre? Une maman, on lui retire son fils et elle dit il était dans un réseau de proxénétisme, on le déplaçait en camionnette et il subissait des viols collectifs. Franchement, ce témoignage, c'est immonde à écouter. C'est immonde à écouter parce que, c'est sa mère. Même si l'enfant a été placé, effectivement, il y a des raisons sociales, mais beaucoup de placements abusifs. Là, c'est effroyable. Il y a eu beaucoup de placements. On sait qu'il y a beaucoup de placements abusifs. Alors, il y a eu une commission d'enquête, vous le rappelez, il y a eu une commission d'enquête l'année dernière, en 2025 aussi. L'Assemblée, elle a été très très active sur ces sujets-là. Commission d'enquête qui était présidée par ma collègue Laure Mineur sur la protection de l'enfance, et ça aboutit au projet de loi dont l'examen commence à l'Assemblée nationale, là, le 15 juillet. Moi, je suis membre de la commission spéciale. C'est-à-dire que de cette commission d'enquête qui a constaté ça, mais qui a constaté aussi le défaut de famille d'accueil, le fait que quand un enfant, on pourrait le placer chez des proches qu'il connaît, chez lesquels il a confiance, aujourd'hui, la loi ne le permet pas. On est obligé de le placer dans une famille inconnue ou dans un foyer. Eh bien, tous ces sujets-là, du 15 au 17 juillet, c'est à l'Assemblée nationale qu'on les change, qu'on peut vraiment les changer. Donc, ça ne résout pas tristement le sujet des réseaux de proxénétisme et de toute la déviance qu'il y a dans certains foyers. Il faut se dire aussi, il y a des travailleurs sociaux, des accompagnants dans certains foyers qui s'occupent bien des enfants. Heureusement, il n'y a pas que ça dans la protection de l'enfance. Mais moi, je viens du Nord, de Lille. C'est le département où il y a le plus de violences faites aux enfants, le plus de placements et le moins de familles d'accueil. C'est-à-dire que chaque année, il y a 200 enfants qui ne peuvent pas être placés en dehors du foyer dans lequel ils sont violentés. Donc ça dysfonctionne complètement. Donc effectivement, on a encore énormément de sujets là-dessus. Et ça rejoint
le sujet du périscolaire parce que voilà. derrière, ou du scolaire, parce que derrière, il y a le sujet du traitement judiciaire des plaintes, de l'autorité parentale, et tous ces sujets-là sont connectés. Avec une donnée supplémentaire, Elisabeth Gutmann, qui rend l'histoire encore plus atroce, c'est le volet proxénétisme. C'est-à-dire que c'est un enfant qu'on déplace en camionnette et qu'on fait passer d'un viol collectif à l'autre, où ça dure tout le week-end, nous explique cette maman. Donc ça va être un scandale, à mon avis, qui est au début de sa médiatisation, et on a vu comme ça a pris du temps pour la médiatisation du périscolaire. Mais en fait, peu importe où on pose son regard, ce qu'on fait subir à nos enfants dans ce pays est innommable. Oui, tout à fait. On parlait il y a quelques temps avec un avocat qui a notamment un certain nombre d'enfants comme ça qui ont subi des violences sexuelles dans le cadre de l'ASE et qui donnait ce chiffre. Alors, je ne sais pas comment il a ce chiffre, mais qui a actuellement 20 000 enfants qui sont pris en charge par l'ASE et qui sont exploités sexuellement dans des réseaux de 20 000. C'est le chiffre que nous donnait cet avocat. Ouais. Sur les 20 000 mineurs qui sont aujourd'hui dans des réseaux de proxénétisme, on parle des petites filles, là, il y en a 75 à 80% qui sont passées par l'ASE. Donc en fait, on voit que quand on s'attaque au réseau de proxénétisme, justement vis-à-vis des jeunes femmes, et ben en fait, la question centrale, c'est la question de l'aide sociale à l'enfance. Et vous confirmez ce chiffre de 20 000 ? Bien sûr. Donc il y a 20 000 enfants qui sont actuellement dans un réseau de proxénétisme, dont la plupart, 80%, sont passés par l'ASE. Et on parle que des petites filles. On ne Parce parle que qu'en fait, des petites filles mineures. Quand on est placé à l'ASE, on est personne ne sait dans ça. une famille en grande difficulté, on est vulnérable, beaucoup plus vulnérable. Il manque d'éducateurs dans les foyers, les moyens ne sont pas mis suffisamment. Madame la députée, il y a des téléspectateurs qui nous regardent, qui tombent de leur chaise en apprenant qu'il y a 20 000 enfants dans ce pays qui sont dans des réseaux de proxénétisme. Non, moi ça me paraît... Actuellement. Actuellement, c'est un chiffre actuel qui a été rappelé plusieurs fois. Il y a le chiffre officiel. Et donc, il y a des clients derrière. Il y a des clients, il y a du monde, et c'est du proxénétisme de petites filles. Et il y a des clients, donc pédophiles, qui sont dans des filières et qui viennent directement se servir. Et c'est un scandale absolu parce que c'est en train de se passer aujourd'hui même. C'est-à-dire que la dame dont on a entendu le témoignage, elle a porté plainte. Elle a porté plainte depuis 2024. Elle n'a jamais eu de réponse aujourd'hui de la part de la justice par rapport à sa plainte. Donc on a une personne dont le fils a été violé par 5 hommes, un viol collectif, dont le fils a été abusé dans un réseau de proxénétisme, qui aujourd'hui n'a aucune réponse de la justice dans cette affaire. Donc là encore, plainte, pas de suite. Donc pas là, de suite. Peu importe, on a traité un certain nombre d'histoires, peu importe où on place son regard, c'est le système. Alors voyez le deuxième extrait du témoignage de sa maman, de cette maman dont le fils a été victime de viol collectif au sein de l'aide sociale à l'enfance, et elle met en cause justement l'ASE. Sa référente ASE, elle était quasiment jamais là, jamais inexistante. Elle l'appelait une fois tous les mois. Quand on changeait de foyer, j'étais avertie 2 semaines, 3 semaines après. J'ai eu l'infirmière au téléphone qui me l'a dit. Après, chacun se renvoie la balle, c'est-à-dire que l'ASE dit oui, c'était à la chef de service du foyer de vous informer. La chef de service dit non, c'est à la chef de service de l'ASE de vous informer. Donc chacun se renvoie la balle en fait. Il n'y a pas eu d'excuses, il n'y a rien eu. C'est-à-dire que j'ai pas pu le protéger. L'ASE me l'a enlevé. Aujourd'hui, je récupère un gamin complètement détruit et c'est la responsabilité de qui ? Qui va payer pour ça ? Je ne sais pas si demain, il pourra se réinsérer dans la société. L'État est responsable. L'État est responsable parce qu'ils n'ont pas voulu le soigner. L'État est responsable parce que l'école a commencé la destruction. L'État est responsable parce que l'ASE, qui est un organisme d'État, même si c'est géré par les départements, n'a pas protégé mon fils et même pire, a délibérément détruit cet enfant. Ne pas aller à l'école. S'ils veulent aller à l'école, ils y vont. S'ils veulent pas y aller, ils sont pas obligés. Ils sortent, on peut pas les empêcher. Mais par contre, l'État vient donner des amendes aux parents quand les parents laissent leurs enfants dehors. Voilà, l'émotion, la colère de cette maman, Jules Laurent. Et c'est là qu'en fait, on voit tout le drame finalement des placements abusifs des magistrats. C'est-à-dire que si on a des magistrats qui ne prennent pas en compte la réalité d'un centre d'ASE départemental où on a déjà des premières remontées d'informations parfois, on a des magistrats qui parfois se mettent dans une position parapluie. C'est-à-dire qu'ils disent « moi, je ne vais pas prendre de responsabilité, j'ai placé l'enfant, on ne va pas me reprocher que l'enfant soit battu dans la famille ». Oui, mais si c'est pour que finalement, au sein de ce foyer d'ASE, cette personne, ce petit enfant se retrouve dans un réseau de proxénétisme qui sont ensuite violés collectivement, on se demande où est-ce qu'elle est la justice là-dedans. Maître Pichon, merci d'être en lien avec nous puisque vous êtes avocat au barreau de Paris et vous avez des dossiers qui sont donc liés à l'aide sociale à l'enfance. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ce scandale de l'aide sociale à l'enfance qui n'en est peut-être qu'à son début ? Alors, écoutez, il est heureux quand même que toutes ces histoires soient en train de sortir et
Il y a un problème de liaison. Il y a un problème de liaison avec Maître Pichon. On va essayer de rétablir la connexion. Mais effectivement, il est heureux que ces histoires sortent, Jules Torres. Et on voit qu'on est vraiment dans un problème systémique, encore une fois. Ah bah oui, c'est-à-dire que quand on traite de l'affaire Liana, que d'ailleurs il faudrait nommer drame de Liana, on voit qu'il y a des défaillances qui sont complètement systémiques, avec un rapport qui, objectivement, je l'ai lu, est absolument accablant. Le scandale du périscolaire, nous n'en sommes qu'au début. C'est certainement pas un scandale du périscolaire parisien, hein. C'est tous les départements français qui sont aujourd'hui touchés. Et cette aide sociale à l'enfance, on le découvre. On sait qu'il y a un problème avec l'aide sociale à l'enfance depuis des années. Jules Laurent l'a très bien dit, qu'il y a des placements qui sont abusifs, qu'il y a des enfants qui sont parfois violentés. Ce qu'on ne savait pas, et c'est vrai que cette émission et les témoignages nous l'apportent, la commission d'enquête nous l'a montré. Oui, il y a un réseau de prostitution. Oui, il y a un réseau de proxénétisme. Et il faut dire stop. Il faut dire stop parce qu'encore une fois, ça concerne des milliers et des milliers d'enfants. On ne savait pas tout à l'heure dire combien d'enfants pour le périscolaire parisien avaient été touchés. Pour l'aide sociale à l'enfance, on sait. Alors, vous savez qu'on est efficace dans cette émission. Donc, puisqu'il y a un problème de liaison avec Maître Pichon, il se trouve qu'on a fait une interview avec lui il y a quelques jours. Et donc, justement, il alerte sur l'ASE. Pourquoi est-ce que être placé à l'ASE, c'est la double peine? C'est la double peine. Alors, il y a des cas de carence des parents. Hein. Je n'élude pas la difficulté. Mais j'allais dire que dans 50% des cas, et c'est pas moi qui le dis, c'est même un rapport qui a été rendu par la Ciivise, où ces placements pourraient être évités. Donc, on a quelque chose qui est de l'ordre du placement abusif, que les enfants ils sont arrachés à leurs parents, alors qu'il y a simplement parfois des difficultés qui peuvent être conjoncturelles. Hein. Ça peut être l'enfant qui a un handicap qui est un peu difficile à être traité, il faut simplement que les parents soient accompagnés. On va aller beaucoup plus loin. L'enfant, il a déjà un handicap, il va être doublement traumatisé par un arrachement à son milieu familial. Il y a des gens de bonne volonté à l'ASE, mais d'abord, ils ne sont pas assez nombreux, ils ne sont pas toujours très bien formés. Et puis, malheureusement, il y a d'autres enfants qui eux-mêmes sont en difficulté. C'est-à-dire que ces enfants, ils vont subir à leur tour. J'ai eu le cas dans un dossier à Grenoble, où les enfants, ils ont été placés. Ma cliente a alerté les autorités sur le fait qu'il avait subi des nouvelles agressions sexuelles de la part d'autres mineurs un petit peu plus âgés. On n'a pas du tout traité ça avec sérieux. On l'a même accusé de complotisme. Et il s'est avéré, malheureusement, quelques semaines plus tard, que cet enfant qui avait commis des abus, en fait, on avait fait sur une dizaine d'enfants. Donc on a récupéré la garde. Mais en attendant, finalement, les enfants que je défendais, ils avaient été abusés par le père et ensuite ils ont été abusés dans un foyer. Donc il y a une double peine, effectivement. Voilà, la double peine, Maître Pardo, la double peine. Vous êtes arraché parfois abusivement. Et je conseille un film avec Virginie Efira sur l'aide sociale à l'enfance qui est hallucinant. C'est une mère qui perd ses 2 enfants et c'est clairement un placement abusif. Et vous êtes violé ensuite. Ou alors, il y a un autre cas de figure, c'est vous êtes victime d'inceste de la part de votre père. La mère parle et dénonce le père. Et on arrache à la mère l'enfant. Et il est victime ensuite de viol au sein de l'aide sociale à l'enfance. Ce que vous décrivez, ce sont les pires drames de la société française. Et pourquoi il y a si peu d'actions contre l'ASE? C'est parce que c'est une institution publique et qu'il y a un mal fou pour la justice de rentrer dans ce monde-là. 11 milliards par an. Pourquoi on ne place pas les enfants qui sont en grande difficulté dans leur famille auprès de proches de cette famille? Je sais que c'est la proposition, mais combien de temps a-t-il fallu attendre pour avoir cette proposition? C'est une évidence. C'est-à-dire vous avez des tantes, vous avez des cousins, vous avez des amis, vous avez des parrains, ce qu'on appelait les parrains et les marraines avant, qui sont prêts à prendre ces enfants. Jamais. Les grands-parents. Les grands-parents. Mais jamais. C'est-à-dire que quand vous demandez cela, on préfère les placer à l'ASE parce que c'est une administration, parce que nous sommes dans un pays administré, parce que nous sommes dans un pays en plus. Et là où j'ai juste une petite polémique avec vous, et vous savez combien j'apprécie votre travail, quand vous dites c'est de droite, de gauche, non, l'histoire n'est pas celle-là. L'histoire, c'est que tous ces mouvements autour de l'ASE, ils ont été travaillés. Tous ces éducateurs ont été travaillés par une idéologie qui remonte dans les années 68 et plus sur la liberté, sur le fait que on doit avoir des rapports avec les enfants qui ne sont pas des rapports d'autorité et tout cela a entraîné ce mouvement-là. Alors si la gauche aujourd'hui fait mouvement, tant mieux, mais c'est un véritable problème. On a cité beaucoup de noms et vous les voyez derrière nous, ces visages. D'ailleurs, on peut avoir une pensée pour chacune des familles. La famille de Lola, je la vois derrière nous, la famille de Thomas Crépol, la famille de Liana, la famille d'Elias, la famille de Philippine.
tous ces jeunes qui ont perdu la vie alors qu'ils n'auraient jamais dû croiser la route de leur bourreau. Et donc, je ne veux pas qu'on se quitte sans évoquer la mémoire d'Elias et de Thomas. La maman d'Elias a repris la parole cette semaine encore une nouvelle fois chez Laurence Ferrari. Même chose, elle a eu un rapport. Elle a demandé un rapport. Elle a eu un rapport sur les dysfonctionnements. Maintenant, elle aimerait rencontrer les magistrats qui ont failli et on lui refuse cette rencontre. À l'heure où on se parle, on lui refuse encore. Mais combien de rapports? Il y a le rapport Liana, le rapport Elias, les rapports s'empilent. Mais rien ne change. Rien ne change. Voyez donc l'extrait sur la triste affaire Elias qu'on avait en plus essayé d'euphémiser à l'époque. Il n'avait pas voulu donner son portable. Il l'avait donné. Il avait un portable déjà. Exactement. Et il a été tué au couteau. En fait, il avait été tué à la machette. Elias, il est dans le 14e arrondissement, il sort de son entraînement de football au niveau de la porte d'Orléans, il est avec un copain et il rentre chez lui tranquillement. C'est plutôt un bon gamin qui fait de bonnes études, qui est sportif, qui est issu d'une famille normale, enfin, un gosse sans problème. Ils sont abordés par deux jeunes adolescents de 16 et 17 ans qui lui réclament son portable. Et Elias, il n'a pas du tout envie de donner son portable. Il dit « bah non, je ne donnerai pas mon portable ». Et là, mais sans aucune autre discussion, le plus âgé, celui de 17 ans, a un couteau à la main et va lui mettre un coup de couteau au niveau de la clavicule. Et ensuite, ils s'en vont en courant. Les secours arrivent très vite, le pronostic vital d'Elias est très sérieusement engagé, il est transféré à l'hôpital Necker et il succombera à ses blessures dans les heures qui suivront son agression. Très rapidement, les deux auteurs sont identifiés. Ce sont deux grands délinquants, notoirement connus par les services de police pour de multiples délits. Voilà, donc Elias tué à la machette. Et là, le dysfonctionnement, parce qu'on parle de dysfonctionnement, Maître Pardo, c'est une réforme. Belloubet Dupond-Moretti, que Gabriel Attal, d'ailleurs, veut remettre en cause. Son ministre de la Justice, c'était Éric Dupond-Moretti. Alors, il l'a fait avant, et c'était quand même son ministre de la Justice. Bien entendu que c'était le choix d'Emmanuel Macron et pas le sien. Mais enfin, quand même, on se trouve avec des premiers ministres qui veulent supprimer des réformes qui avaient été portées par leur ministre de la Justice. D'accord. Donc la césure, je rappelle ce que c'est. On te juge dans un premier temps, on te donne ta sanction dans un second. Et pendant ce laps de temps de 6 mois, eh bien, les deux mineurs qui ont tué Elias, récidivistes qui n'avaient pas le droit de se voir, ont justement sorti une machette ce soir-là et ont tué Elias à la sortie de son match de foot. Voilà, encore une fois, un drame qui aurait pu être évité s'ils avaient été sanctionnés tout de suite et enfermés tout de suite. Absolument. Il n'y a rien d'autre à dire que ce que vous dites. Et j'ajoute que l'affaire Elias est encore plus douloureuse parce qu'on a essayé de la réinterpréter. C'est-à-dire, je me souviens d'un éditorialiste de France 5, Patrick Cohen. Et de France Inter, oui. Et de France Inter, qui avait essayé de présenter cela comme une sorte de rixe avec des origines de milieux différents. Ce qui a fait sursauter la maman d'Elias. La maman d'Elias, il l'a fait pour Elias et effectivement, elle lui avait répondu. Et il l'a fait aussi pour Crépol, avec vrai. Thomas. C'est vrai, mais pourquoi relativiser ces actes? Pourquoi vouloir minimiser des actes où l'on tue des enfants? Enfin, c'est ce qu'il y a de pire dans une société, me semble-t-il. Alors, puisque vous faites le lien effectivement avec Patrick Cohen, il avait fait 2 éditos qui avaient choqué, tant sur Elias que sur Crépol. Et je ne veux pas qu'on conclue cette émission sans parler de Thomas à Crépol, évidemment, parce qu'il y a encore eu des nouvelles judiciaires qui vont dans le mauvais sens, dans le sens du laxisme, puisque avec des requalifications. Des requalifications, des faits ont été abandonnés et requalifiés. Donc, vous voyez cet extrait sur Thomas à Crépol. 19 novembre 2023, à Crépol, petit village de la Drôme, le jeune Thomas, 16 ans, a été poignardé à mort lors d'une violente rixe. Un drame qui va faire couler beaucoup d'encre en France. On est dans un tout petit village, 527 habitants. L'espèce de tranquillité de la campagne où on pense qu'il ne peut rien nous arriver. Et là, il y a un bal dans cette salle des fêtes, plusieurs fois par an. Les jeunes se réunissent, ils dansent, ils s'amusent. Et vers 2h du matin, arrive une équipe d'une cité, la cité de la Monnaie. Ça dégénère assez vite et puis ça se retrouve vers 2h ou 3h du matin sur le parking devant la salle des fêtes. Et là, c'est une bagarre générale. Alors, il y a une équipe de rugbyman à laquelle appartient Thomas. Et puis, il y a les terreurs de la cité de la Monnaie. Eux sont armés de couteaux. Il y a eu plusieurs blessés. Thomas a été mortellement touché. Il a reçu plusieurs coups de couteau. Il est mort
des suites de ces coups de couteau. Thomas est mort dans cette histoire. Les auteurs, ils sont 9. On ne sait pas qui a mis le coup de couteau. Encore aujourd'hui, on cherche quel est l'auteur de ce coup de couteau. Et parmi les 9, il y en a 4 ou 5 qui sont des mineurs. Et le parquet a abandonné le qualificatif de bande organisée. Il faut dire les choses, parce qu'il y a des termes, effectivement, qu'on a même entendus dans cet extrait. Moi, je suis désolé, je reprends pas le terme de rixe. Une rixe, c'est pas ça. C'est pas des jeunes qui sont dans un bal entre bandes d'amis et qui sortent de ce bal et qui viennent avec des machettes et qui tombent sur une bande de jeunes avec des couteaux. Effectivement, certains journalistes vous expliqueront que c'était des couteaux pour couper leur shit et que c'était pas des couteaux pour tuer, bien sûr. Ah oui. Chacun se balade avec des couteaux. Donc c'est pas du tout une rixe qui s'est passée. C'était une descente autour du bal de Crépol qu'on a tenté maintes fois de réécrire. Et voyez encore le signal qu'envoie la justice. Eh ben, c'était pas une bande organisée. Donc alors que le qualificatif avait été retenu, on retire le qualificatif de bande organisée. C'était tellement pas une bande organisée qu'il n'y en a pas un qui parle et qui dit qui a donné le coup de couteau fatal à Thomas, alors qu'ils sont sur écoute. Et je peux vous dire que pour avoir croisé récemment un gendarme qui a eu à les transporter, ces jeunes, il m'expliquait qu'il rigolait, que ça les faisait rire, ce qui leur arrivait alors qu'ils avaient tué Thomas à Crépol et qu'aucun ne parlait. La loi du silence, c'est pas une bande organisée, ça ? Bien sûr que c'est une bande organisée. Bien sûr que moi j'ai hâte aussi de voir si, quand il y aura le procès, d'ailleurs je m'étonne quand même de la lenteur de la justice, parce que vous l'avez dit, ça fait plusieurs mois, plusieurs années maintenant que je crois qu'ils sont un peu moins d'une dizaine qui sont en détention provisoire. Évidemment qu'ils sont sur écoute. En effet, ils rigolent. Personne ne veut dire qui a porté le coup mortel. Peut-être y a-t-il eu plusieurs coups mortels. Et moi je m'intéresse, vous savez, le mobile raciste qui avait été retenu dans 9 procès-verbaux. 9 procès-verbaux accréditait la thèse qu'ils étaient venus pour tuer du blanc, ils étaient venus pour se faire du blanc. Bon, ça aussi, ça a été enlevé, abandonné du procès. 9, c'est beaucoup. 9, c'est quand même important. C'est pas juste un petit témoignage par-ci par-là. Donc là aussi, on a une justice qui parfois n'écoute pas les victimes, même quand elles sont 9. Voilà pour cette soirée spéciale. L'État protège-t-il encore nos enfants ? Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à tous nos invités. On a pu évoquer assez longuement beaucoup d'affaires et à chaque fois cet insupportable sentiment que ça aurait pu être évité. Et d'ailleurs, ce n'est pas un sentiment comme l'insécurité non plus. N'en est pas un pour Éric Dupond-Moretti. Merci à tous. Mickaël Dorian dans un instant. À demain matin pour 100% Frontières. Et je remercie les équipes de Guillaume Janton, les équipes de Frontières qui ont participé à la production de cette émission. Et bien sûr, Marie Falicon pour l'organisation de la programmation. Très belle soirée sur CNews.